J'ai passé 4 ans à rêver de me reconvertir développeuse web avant d'oser ouvrir mon premier fichier de code. 4 ans à parler à mes amis de mon projet, 4 ans à acheter du matériel, des livres, 4 ans à ne rien faire. La neuroscience, elle a un nom pour ce que j'ai vécu et un protocole précis pour en sortir. Si toi aussi tu rêves de te reconvertir, de lancer ton business, de changer de vie et que tu ne bouges pas, cette vidéo, elle est exactement pour toi. On va parler de pourquoi ton cerveau te ment et comment le piéger en retour. Pose-toi une seule seconde la question. Pourquoi tu as déjà essayé 10 fois et ça n'a jamais tenu? Je vais y répondre et tu vas repartir d'ici avec 3 choses. Un diagnostic clair de ce qui te freine, une méthode qui a 20 ans de recherche derrière et un protocole en 6 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui sur ton projet à toi. C'est parti. Donc attention, pour celles qui me suivent, vous savez que ma thématique, c'est la reconversion tech, dev et produits digitaux. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pourquoi ton cerveau te freine quand tu veux faire quelque chose. Que tu veuilles te reconvertir, lancer un business, écrire un livre, partir vivre ailleurs, te remettre au sport, apprendre une nouvelle langue ou même juste te sortir d'une relation qui te bouffe, c'est exactement les mêmes blocages. Le mécanisme, il est dans la tête, pas dans ton projet. Donc même si la reconversion tech, c'est pas ton truc, reste avec moi. Ce que je vais te montrer, ça marche pour tous les rêves. Alors avant qu'on entre dans le diagnostic, il faut que je démolisse un mythe énorme, la discipline, le mensonge le plus répandu sur le passage à l'action, et probablement le premier que tu te racontes à toi-même. Alors, on t'a dit toute ta vie que pour atteindre tes objectifs, il te faut de la discipline, que c'est un muscle qu'on entraîne et que les gens qui réussissent en ont, et que toi, tu en manques. Voilà. C'est faux, et la discipline a démoli cette idée en 2016. Alors oui, et moi j'y ai cru aussi, pendant 20 ans, depuis les années 90, un chercheur nommé Roy Baumeister à l'université de Floride a popularisé l'idée que la volonté serait comme un muscle qui s'épuise au fil de la journée, que chaque acte de discipline, comme résister à un gâteau, te concentrer, dire non à Netflix, puiserait dans une réserve commune qui se vide. Voilà. Cette théorie s'appelait le ego depletion. Elle a alimenté pendant 20 ans toute l'industrie du développement personnel. Tony Robbins, les bootcamps Navy SEAL version civile, les livres de production, tout repose sur elle. La discipline muscle, donc, ça n'existe pas. La communauté de la psychologie sociale a tourné la page, mais la culture pop, elle, continue à vendre encore le truc. Pourquoi? Bah, parce que ça arrange les coachs, ça arrange les bootcamps, et toi-même aussi, quand tu cherches une explication à ton inaction. Ce qui marche à la place, et c'est ce qu'a démontré Wendy Wood, professeure à l'Université de Californie du Sud, 43% de tes actions quotidiennes sont des habitudes automatiques, sans aucune volition consciente. Les gens qu'on prend pour disciplinés ne luttent pas plus que toi. Ils ont juste structuré leur environnement pour que l'action voulue soit la plus simple et l'action évitée la plus pénible. Ils ne dépensent quasiment pas de volonté. Donc retiens cette phrase parce que c'est elle qui change tout. Tu n'as pas besoin de plus de discipline, tu as besoin de meilleures structures. Alors, deuxième fausse piste à démonter, le mensonge de la motivation. On nous dit trouve ta motivation, tu y arriveras. C'est faux, dans le sens où c'est inversé. La motivation n'est pas l'input de l'action, c'est son produit. Tu ne deviens pas motivé pour agir, tu deviens motivé parce que tu as agi. 5 minutes d'action te rendent plus motivé que 5 heures de podcast motivationnel. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais 90% de l'industrie de développement personnel vend exactement l'inverse. Alors, on va te dire, écoute ce podcast, lis ce livre, regarde cette vidéo, tu vas trouver ta motivation. Alors en fait, non. Tu vas trouver, oui, tu vas trouver quoi? Une décharge émotionnelle, pas de la motivation. Et cette décharge, comme on va le voir dans une minute, est neurochimiquement exactement la même que celle d'une drogue récréative. Donc en fait, la vraie question à se poser, c'est pas comment me motiver, c'est pourquoi mon cerveau refuse d'agir alors qu'il sait ce qu'il veut. Et là, pour ça, la science, elle est extrêmement claire à ce sujet. Alors, raison numéro un, le fossé intention-action, c'est-à-dire la corrélation entre ton intention et ton comportement réel. Alors, pour faire simple, avoir l'intention de faire quelque chose, c'est nécessaire. Le problème, c'est que c'est très loin d'être suffisant. C'est très loin d'être suffisant. Et le fossé entre les deux a un nom dans la recherche depuis 20 ans. On appelle ça le Intention Behavior Gap. Et il est documenté chez les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, donc, chez les patients qui veulent perdre du poids, chez les étudiants qui veulent réviser, chez les entrepreneurs qui veulent lancer. Bref, c'est universel. Donc, première chose à intégrer, tu n'es pas une exception. Tu n'es pas plus faible que les autres,
Tu vis le phénomène le plus documenté de la psychologie comportementale des 30 dernières années. Raison numéro 2, ton cerveau t'anesthésie quand tu visualises. Donc finalement, visualiser tes rêves réduit ton énergie à les atteindre. Alors là, je te demande de tenir 30 secondes parce que ça va à contresens de tout ce qu'on t'a vendu. Gabrielle Oettingen, chercheuse au New York University à Hambourg, publication dans le Journal of Personality in Social Psychology dès 2022, elle a démontré expérimentalement sur plusieurs études que fantasmer positivement une réussite future, c'est-à-dire l'image mentale de ton business qui fonctionne, de ton corps transformé, de ta nouvelle vie, réduit l'énergie que tu mets ensuite à la poursuivre. Réduit, pas augmente. Et là, tu vas me demander pourquoi. Bah, parce que ton cerveau libère de la dopamine en imaginant la victoire. La même dopamine qu'il libérerait si tu y étais arrivé. Donc émotionnellement, tu y es déjà. Donc neurochimiquement, ton cerveau, il encaisse la récompense avant l'effort. Et la pulsion qui te ferait bouger, elle, elle s'éteint, anesthésiée par la dopamine déjà reçue. Et ce mécanisme qui frappe tout le monde, frappe encore plus après 40 ans, pour des raisons que la recherche commence seulement à isoler. Et donc on y vient, et c'est la raison 3. Après 40 ans, le piège est plus serré. Et ce n'est pas de ta faute. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 mécanismes qui se cumulent. Premier mécanisme, l'identité figée. Plus tu as accumulé d'années avec une certaine version de toi, comme femme au foyer, ce qui était mon cas, salarié d'un secteur, mère, conjointe, plus ton cerveau interprète tout changement comme une menace identitaire, pas comme une opportunité. C'est l'effet de l'identité construite. À 25 ans, tu te cherches, donc changer, c'est trouver. À 45 ans, tu te connais, donc changer, c'est trahir. Ton cerveau résiste plus fort. Deuxième mécanisme, le coût social de l'échec public. À 25 ans, échouer, c'est apprendre. Et personne ne te juge. Tu es jeune. À 45 ans, l'échec est lu comme une naïveté tardive. Et ce regard anticipé suffit à tuer l'action avant même qu'elle ne naisse. Et troisième mécanisme, l'intérêt composé de l'inaction. À 45 ans, tu as 20 ans d'évidence empirique de je n'ai pas bougé sur ce sujet. Ton cerveau, il utilise cette base de données pour prédire ton comportement futur. Et il prédit statistiquement à raison que tu ne bougeras pas cette fois non plus. Donc tu hérites de tes propres patterns. Conclusion, si tu rêves depuis 10 ans sans bouger, ce n'est pas un défaut moral, c'est un effet de structure documenté et bonne nouvelle contournable. Et il y a un dernier mécanisme, petit bonus, purement linguistique cette fois-ci, qui te coule le mot rêve, le mot rêve lui-même. Le mot rêve appartient à la même catégorie sémantique que fantasme, espoir, utopie. Quand tu dis j'ai un rêve, ton cerveau le range dans la même boîte que j'ai un fantasme. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un objectif, c'est un fantasme. Et un fantasme, par définition, n'est pas censé sortir de ta tête. Donc première chose à faire, dès la fin de cette vidéo, arrête de parler de tes rêves, parle de tes livrables ou objectifs si tu préfères. Tu vas voir, le cerveau réagit complètement différemment. Tu n'as pas de rêve, tu as un livrable en attente ou un objectif en attente. Moi, je préfère le mot livrable. Au passage, si tu me découvres, moi c'est Gray, 48 ans, dev full stack reconverti à 44, 15 ans femme au foyer avant ça, maman solo de 3. Je construis Coding Queen 40 et je t'aide à construire ton premier business tech digital après 40 ans avec les outils de cette année. Voilà, c'est parti, on y retourne. Méthode classique échoue. Donc là, on va parler de 3 méthodes. 3 méthodes qu'on te vend partout. Première méthode, la visualisation. Et là, on va distinguer 3 choses. Premier type, le vision board. Le vision board pur. Tu colles des images de ta vie idéale, tu ressens l'émotion d'y être déjà, tu répètes le matin. C'est ce que la culture du développement personnel te vend depuis 20 ans. Voilà. Ça a été documenté comme contre-productif. Je répète, c'est contre-productif. Oettinger et Meyer en 2002. Et étude suivante, fantasmer positivement le résultat sans contraste avec les obstacles réduit l'effort que tu mets ensuite à y arriver. Donc, je répète, fantasmer positivement le résultat sans contraste avec les obstacles va réduire l'effort que tu mets ensuite à y arriver. C'est ce type-là de visualisation que je démolis parce que c'est totalement contre-productif. Et je l'ai expérimenté. Par contre, pas les 2 suivants. Et on y vient. Deuxième type de visualisation, appelée la visualisation de processus. Tu te visualises en train de faire les étapes. Par exemple, t'asseoir à ton bureau, ouvrir le code,
Refuser une sortie pour, bosser, ça a été documenté comme efficace. Pham et Taylor en 1999 ont bien documenté, des meilleures notes, aux examens via ces 2 mécanismes. Meilleure planification implicite et anxiété réduite. Ça fonctionne. Moi, j'en suis la preuve vivante. Ça fonctionne, je l'ai testé. Et troisième type de visualisation, la répétition mentale. Tu répètes mentalement un contenu déjà maîtrisé avant une performance. Donc, ça peut être par exemple une présentation, une soutenance, une prise de parole, un examen. Tu te visualises dans la pièce où ça va se passer, donc tu vas l'imaginer. Tu récites ton dossier dans ta tête. Ça a été documenté comme efficace. Méta-analyse Driscoll, Cooper et Moran en 1994, dans le Journal of Applied Psychology, ont documenté ces informations comme particulièrement puissants pour les tâches cognitives et les présentations orales. Donc la leçon, ce n'est pas ne visualise pas, la leçon c'est visualise le chemin, pas l'arrivée. Et si tu dois, performer une tâche précise, répète-la mentalement. Les 2 fonctionnent. C'est seulement la fantaisie pure du résultat, idéalisé qui te plombe. Deuxième méthode qui échoue, très souvent parce qu'en fait mal utilisée. La méthode SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors cette méthode échoue tout très souvent et pourquoi? Parce que formuler encore une fois un objectif positif sans planifier les obstacles, ton cerveau va le traiter encore une fois comme une fantaisie. La dopamine de la formulation remplace la dopamine de l'action. La troisième méthode qui échoue également très souvent, c'est le «just do it», le slogan motivationnel pur. Il marche pour les gens qui n'ont pas besoin, d'aide à passer à l'action. Mais pour les autres, c'est-à-dire, la majorité, c'est une injonction creuse qui culpabilise sans outiller. Donc on y vient maintenant. La méthode prouvée, voilà, qui fonctionne, donc 2 chercheurs, Gabriel Oettingen, celle qui a démoli le Vision Board, et Peter Gollwitzer, à l'origine du concept, d'implémentation intentionnelle. Voilà, donc combiné, ça donne une méthode appelée MC2, Mental Contrasting with Implementation Intentions. Et c'est très simple, le principe tient en 2 phrases. Premièrement, tu contrastes mentalement le résultat désiré et l'obstacle réel qui se met en travers. Donc pas juste le rêve, pas juste l'obstacle, les 2 ensemble. Et deuxièmement, tu fabriques un plan conditionnel if then, si alors. Si l'obstacle arrive, alors je fais X avant qu'il arrive. Alors ça paraît très bête, pourtant c'est extrêmement puissant. Pourquoi? On va le voir dans une minute, mais d'abord, je te donne le protocole que j'ai construit en m'appuyant là-dessus. Alors voici mon protocole 551. C'est la méthode MC2, Coding Queen 40 dérivée. On va prendre un exemple très simple. Étape 1, une phrase rêve. Donc pour ça, tu prends une feuille A4, ça suffit. Ou ton bloc-notes, ce que tu veux. Étape 1, une phrase rêve. Ok. Tu écris ton rêve en une phrase au présent. Pas «j'aimerais un jour», non. Je suis développeuse. Je suis développeuse, full stack, qui livre des projets clients. Étape 2, un LMV, un livrable minimum visible. Voilà. C'est le plus petit objet concret qui prouve publiquement que tu as commencé, pas le résultat final, la preuve d'avoir commencé. Donc pour la développeuse, bah, ça sera un compte GitHub avec ton vrai nom et un fichier README publié. Étape 3, 5 minutes maximum pour la première action vers ce LMV, livrable minimum visible, pas 1 heure, 5 minutes. Si la première action prend plus, tu coupes encore en plus petit. Ok. Étape 4, 5 secondes pour démarrer. Tu fais l'action dans les 5 secondes qui suivent l'instant où tu y penses. Compte à rebours mental. 5, 4, 3, 2, 1. Ce déclencheur vient des travaux de Mel Robbins et il s'appuie sur la recherche, sur la fenêtre d'opportunité de l'intention. Passé 5 secondes sans démarrer, le cerveau a déjà commencé à fabriquer des objections. Étape 5, un obstacle anticipé. Tu identifies à l'avance le piège qui va te bloquer demain. Pas un piège théorique, hein, un piège réel. Exemple, demain matin, je vais hésiter sur le nom utilisateur GitHub pendant 2 heures. Étape 6, un plan if-then. Si l'obstacle arrive, alors je fais X. Exemple, si j'hésite sur le nom plus de 30 secondes, alors je mets mon prénom plus mon nom plus un chiffre. Point. Voilà, là, sur une feuille A4, ou ton bloc-notes, 6 étapes, 5 minutes pour la remplir. Tu as maintenant un protocole méta-analysé sur 642 études traduit en méthode actionnable. Et maintenant, on va
Prends des exemples concrets. Donc, on revient sur la reconversion dans le développement web. Donc, exemple 1, concret. Phrase rêve, je suis développeuse qui livre du code public. Livrable minimum visible, LMV. Un compte GitHub à ton vrai nom avec un repository public contenant un fichier README de 5 lignes. Qui tu es, ce que tu apprends, ce que tu vas construire. Action 5 minutes. Crée le compte GitHub. Point. Tu ne crées pas le projet, tu ne crées pas le code, tu crées le compte. Ensuite, déclencheur 5 secondes. Maintenant, à la fin de cette vidéo, 5, 4, 3, 2, 1, tu ouvres l'onglet. Obstacle anticipé. Tu vas vouloir trouver le nom d'utilisateur parfait, tu vas y passer 1 heure. Donc, plan if then. Si j'hésite sur le nom, plus de 30 secondes, alors je mets mon prénom, mon nom, point, dev, point. C'est fini. Je pourrai changer plus tard. On va prendre un deuxième exemple sur le business digital. Donc, un deuxième cas. Tu rêves de lancer ton produit digital. Phrase rêve. Je vends mon premier produit digital. LMV, livrable minimum visible. Une landing page, donc d'une page, ton nom, une offre en une phrase et un champ email. Action 5 minutes. Acheter le domaine, pas faire la page. Acheter le domaine. Déclencheur 5 secondes. Maintenant, tu ouvres OVH, Namecheap ou ce que tu veux et tu le fais. Obstacle anticipé. Tu vas vouloir trouver le nom de marque. Parfait. Tu vas y passer 2 semaines. Donc, plan if then. Si je passe plus de 15 minutes sur le nom, alors je mets prénom-nom.com. Je rebrande plus tard si nécessaire. Allez, troisième et dernier cas, troisième exemple, qui est assez proche du mien d'ailleurs. Tu rêves d'apprendre le mandarin. Donc, phrase rêve. Je tiens une conversation simple en mandarin. LMV, un carnet papier, une page par jour, avec la date et au moins un caractère pinyin ou un mot appris, visible, daté, public si tu veux le partager. Action 5 minutes. Ouvrir le carnet ce soir, écrire la date du jour, écrire un mot, par exemple ni hao, point. Déclencheur 5 secondes. Après le dîner, tu poses ton téléphone, ce fichu téléphone. 5, 4, 3, 2, 1, tu ouvres le carnet. Obstacle anticipé, j'ai pas le temps, je suis crevé. Plan if then, si je n'ai pas 5 minutes le soir, alors je fais le mot en attendant le bus ou aux toilettes. 5 secondes suffisent. Ça fonctionne. Il y a 4 mécanismes neurochimiques qui expliquent pourquoi ce protocole bat les méthodes classiques. Premier mécanisme, l'action déclenche une vraie dopamine, celle de la réalité, pas du fantasme. Et cette dopamine-là, ton cerveau la code différemment. Elle te donne envie de recommencer. La dopamine du vision board te donne envie de te reposer. Donc deuxième mécanisme, l'effet Zeigarnik, du nom de la psychologue Bluma Zeigarnik de 1927. Le cerveau cherche à terminer ce qu'il a commencé. Une fois l'action terminée, même minuscule, ton cerveau ouvre un dossier mental qui ne se fermera qu'à la complétion de ton action. Tu travailles pour toi 24 heures sur 24 sans effort. Troisième mécanisme, l'action change ton identité. C'est le travail de James Clear et avant lui de Stanford. Tu ne fais pas l'action pour devenir développeuse ou cinéaste ou autre. Chaque action prouve que tu es développeuse ou cinéaste ou l'autre métier que tu souhaites faire. L'identité devient le moteur. Et l'identité, contrairement à la motivation, est stable. Quatrième et dernier mécanisme, le plan if-then. Court-circuite le débat intérieur. Quand l'obstacle arrive, tu ne décides pas, tu exécutes. La décision a été prise à l'avance dans un état émotionnel calme. C'est ça que mesure la méta-analyse Goldwitzer, la suppression du moment de bascule. Donc, dopamine réelle, plus effet de Zeigarnik, plus identité, plus court-circuit décisionnel. Au final, la vérité que personne ne te dit, c'est celle-ci. Le vrai problème, c'est pas que tu manques de discipline. Le vrai problème, c'est que ton rêve est plus séduisant que ta vie. Donc tu y restes. Tant que ton rêve fantasmé sera plus excitant que ton lundi matin, tu y retourneras. Tous les jours, comme une drogue. Et plus tu y retournes, plus ta vie réelle paraît grise par contraste. Donc tu y retournes encore plus. C'est une spirale. Et la sortie, c'est pas de rêver moins, c'est de rendre ta vie réelle plus séduisante que ton rêve. Pas plus grande, plus présente et plus tangible. Le livrable minimum visible, LVM, comme je l'appelle, c'est ça. C'est la première carotte réelle que tu offres à ton cerveau pour qu'il sorte du rêve. Un compte GitHub à ton nom ou autre chose, tu l'adaptes à ton rêve. C'est plus puissant qu'un vision board avec 10 images, parce que c'est toi dans le monde prouvable.
Et le jour où ta vie réelle devient plus excitante que ton rêve, tu n'as plus besoin du rêve, tu y vis. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, je publie chaque semaine sur la reconversion tech et la construction de business solo après 40 ans, concrètement, scientifiquement, sans bullshit motivationnel. Et si tu veux un cadre complet, pas juste un protocole pour aujourd'hui, mais un plan 90 jours qui transforme chaque rêve en livrable daté, j'ai un template Notion qui fait exactement ça, lien en bio. Et dis-moi en commentaire deux choses, ta phrase rêve et le LMV que tu choisis. Je lis tout et je te réponds. À très vite.